ce nouveau chapitre, le but du jeu ici, c'est de continuer encore, parce qu'en fait on n'a fait que commencer, c'est de continuer encore sur les applicationnaires en dimension finie. D'ailleurs, si vous regardez dès le grand 1, il y a quand même des applicationnaires en dimension finie dans l'histoire. Le but du jeu, c'est justement de creuser encore cet aspect qui est que, à partir des vecteurs de base, des vecteurs d'une base de départ, si on considère les images de ces vecteurs, on aura quelque chose de... On aura toutes les informations sur l'applicationnaire. Là, vous pouvez croire que déjà on a eu beaucoup de choses, parce qu'effectivement on peut caractériser l'aspect endomorphisme, on peut caractériser l'aspect bijectif, on peut caractériser l'aspect surjectif, mais en fait on a encore plus que ça. On va se rendre compte quand même qu'il n'y a que ça qui est utile. Alors on a besoin de passer par un petit peu de mise en place au niveau de notation, donc ce sera juste de petites bidouilles avec des éléments, on va faire des petits exemples avec des vecteurs, etc. qu'on va écrire, des petits coefficients. Il n'y aura rien de très abstrait ni compliqué dans les exemples. En revanche, la théorie est un peu plus formelle. Ça, c'est bon, vous commencez, je pense, à avoir l'habitude sur ce genre de chapitre. Le principe, on se place dans notre espace vectoriel grand E de dimension finie. Dimension, on l'appelle petit n ici, et surtout, ce qui est important, on a une base qui est fixée, E1, En. On a une base de notre espace vectoriel. À côté, on imagine, dans grand E, P vecteur fixé, grand X1 jusqu'à grand XP. Chacun de ces vecteurs, vu qu'on a une base En, chacun de ces vecteurs, il aura des coordonnées. X1 est conditionnaire des EI, X2 est conditionnaire des EI, etc., etc., etc. Ces coordonnées, on va les noter juste en dessous, comme ceci. Le vecteur X1, il va avoir des coordonnées X11 jusqu'à Xn1. Et le vecteur XP, il va avoir des coordonnées X1P jusqu'à XNP. Attention aux indices, dimension n, donc n coordonnées par vecteur. En revanche, P vecteur, donc P colonnes dans l'histoire. Je l'écris à côté. Dimension n, donc n coordonnées. Est-ce que ça s'affiche? Ouais, c'est bon. Et en dessous, P vecteur, donc P colonne. P colonne. Donc ça, c'est deux petites remarques juste en faisant attention aux notations. Mais bien sûr, qu'est-ce qui débarque par ces notations? Une matrice. Donc ce qu'on appelle la matrice de la famille, du système de vecteurs, là c'est un peu tout pareil, tout ça c'est bonnet blanc et bonnet. Donc la matrice des vecteurs x1, xp dans la base E1, En, ce sera tout simplement la matrice constituée de ces coordonnées. Donc les colonnes, ce sont les coordonnées de xj dans la base des EI. Donc attention aux petites notations, xj ici, EI ici. On va faire très vite des exemples juste après. Alors, après le cours sur Classroom, si vous le souhaitez, alors il faudra peut-être me le rappeler parce que je n'avais pas prévu, mais moi sur le principe, j'ai aucun problème pour mettre le polycopier à noter. Ensuite, inversement, si on a une matrice donnée, j'ai pas très loin de notation math. Math comme matrice, c'est tout. Donc ça, effectivement, c'est de la SASI matrice dans la base E1, En, des vecteurs x1, xp. C'est tout, math comme matrice. Inversement, si on a une matrice au pif, avec des chiffres, avec des nombres, on peut tout à fait se représenter chacune des colonnes comme des vecteurs différents. Et même plus précisément, comme les coordonnées de P vecteurs dans une base choisie. Alors là, il y a ce choisi qui peut être un peu mystérieux. Ça veut dire quoi ce choisi? Là, pour l'instant, je vous l'évoque à l'oral. On creusera beaucoup au fur et à mesure. Si vous avez des coordonnées, vous pouvez tout à fait jouer sur la base pour représenter ces coordonnées par des vecteurs différents suivant les bases que vous choisissez. Alors, ça peut sembler un peu mystérieux pour l'instant, c'est normal. Mais au fur et à mesure, vous verrez qu'on va beaucoup travailler dessus. On fera des exemples, etc. Notamment assez vite. Comme la matrice P dans l'exercice 1, ODS, ça non. Je crois que oui, alors je ne sais plus si on pense au même. À vérifier, mais c'est fort probable. C'est fort probable. Bon, mine de rien, on vous a déjà mis, on vous mettez plein de trucs en douce sans le savoir.
Notamment, tiens, bah, juste dans la foulée, c'est juste parenthèse, si vous regardez ce qui va arriver tout à la fin, alors pas exactement tout à la fin, mais presque à la fin, hop, regardez ça. Ouais, tiens, P-1 AP. Ça ne rappelle pas des choses, ça? Vous avez déjà croisé des choses comme ça avec du P-1 AP qui débarquait dans tous les sens. Mais en fait, pareil, hein, c'était des choses qui étaient cachées. Donc je remonte un petit peu. Alors, ici, conséquence, on pourra donc, au niveau du vocabulaire, bah, on va se rendre compte qu'en fait, dans une matrice, les coins d'une matrice, bah, ça correspond à plein de choses différentes. Donc, on peut voir les coins d'une matrice juste comme des coins de chiffres, mais on peut aussi voir comme des vecteurs colonnes, c'est-à-dire des vecteurs des vecteurs de coordonnées dans un certain espace vectoriel avec une base choisie. De même, pour les lignes, on parlera de lignes ou de vecteurs lignes, mais honnêtement, c'est surtout les vecteurs colonnes qui vont nous intéresser. Petite remarque, et juste après, là on va faire tout de suite des exemples, on va se rendre compte que si on change la base de référence, les coordonnées peuvent changer. Ce qui fait que la matrice en elle-même des vecteurs va changer. Donc là, je vais basculer au tableau que je vous affiche à côté. Tac, tac, tac. Alors ici, exemple de coordonnées de vecteurs. Tac, tac. Alors, exemple de, on va dire de matrice de vecteurs plutôt. Ce sera plus propre. Alors il me redit que ma connexion est mauvaise. Est-ce que, bon l'image, j'ai fait une croix dessus. Est-ce que le son, ça passe quand même toujours pas trop mal? Ouais, c'est à peu près clair. Ça grésille pas trop. Ok. Bon bah c'est bon alors. Alors, exemple de matrice de vecteurs. On va pas se casser la tête. On va au début en faire un exemple tout simple, tout élémentaire. On va se placer R2, R3. Donc dans grand E égale les R2. On va pas se mouiller. De toute façon, sur le principe, vous allez vite voir. Donc ici, dans grand E égale R2, on va poser, par exemple, grand X1 égale, et on va prendre le vecteur 1, 2. X2, ce sera le vecteur, je ne sais rien, 3, 4, soyons original, et X3, ce sera le vecteur moins 1. On prend 3 vecteurs, pourquoi pas. Ici, avant de parler de matrice de ces 3 vecteurs, il nous faut une base de référence. Donc attention, attention, on a besoin d'une base de référence. Donc ici, première base qu'on va choisir. Donc premier choix, on va prendre comme base. Base de R2, on va considérer tout simplement la base canonique. 1, 0, 0, 1. Ça veut donc dire que, si je mets des petites couleurs en dessous, le vecteur 1, 0, c'est E1. Le vecteur 0, 1, c'est E2. Ça, c'est par rapport aux notations qui sont marquées juste à côté. On a nos vecteurs x1 jusqu'à xp, ce qui veut dire que là, le petit p est égal à 3. E égale R2, dimension 2, donc petit n est égal à 2. Et les vecteurs E1, E2, c'est ceux qui sont là. Comment est-ce qu'on construit la matrice de x1, x2, x3 dans la base dans la base B1, x1, x2, x3 égale point d'interrogation. Il nous faut les coordonnées. Donc ici, attention, les coordonnées de x1, x2, x3. Mais cette base-là,
je vais l'écrire à côté. Cette base-là, c'est pas n'importe quelle base. Vous allez voir que ça va avoir une grosse importance. C'est la base canonique. Conséquence, pour obtenir les coordonnées des vecteurs, ça va être en fait ultra simple. Parce que, je vais écrire des pures banalités. Le vecteur x1, c'est de coordonnées, je mets petit pointeur laser, coordonnées 1, 2. Conséquence, si la première coordonnée c'est 1 et la deuxième coordonnée c'est 2, ici, enfin la deuxième composante on va dire, on a ce vecteur x1 qui va s'écrire une fois E1 plus 2 fois E2. Conséquence, les coordonnées de 1, 2, bah c'est 1 et 2. Alors vous allez me dire, oui, ça a l'air bidon, mais en fait c'est important d'être dans la base canonique pour dire ça. Donc plus précisément, je l'écris à côté. Donc le vecteur x1 c'est 1 fois, alors le petit x là c'est peut-être trompeur. Tac, je vais mettre un petit point à côté. Donc c'est une fois 1, 0, plus 2 fois 0, 1. C'est-à-dire que ce vecteur-là, est-ce que je vais mettre tout ça là? Ouais, comme ça je mettrai la matrice à droite. On va donc avoir une fois E1, plus 2 fois E2. D'où les coordonnées. Quand on connaît la conique, on prend toujours celle-là. Alors ce ne sera pas si simple. Ce sera pas si simple. Il y aura beaucoup de situations où vous prendrez la base canonique par défaut, où on vous dira de prendre la base canonique, mais justement, il y aura un gros aspect du jeu, ce qui sera le plus rigolo, ce sera de s'amuser à changer de base. Et là, on va arriver sur des choses un peu plus techniques. Conséquence, coordonnées, 1 et 2. Alors là, ça va l'air bizarroïde, mais vous allez voir après la différence. Pour x2, je fais le calcul, x2, 3, 4, donc c'est 3 fois E1 plus 4 fois E2. Le vecteur x3, c'est moins 1 fois E1 plus une fois, volontairement je le fais apparaître, E2. Coordonnées 3 et 4, coordonnées moins 1. Conséquence, je vais l'écrire ici à côté. La matrice, ça va être égal à, je prends un tout petit peu plus de place, excusez-moi. Tac. Notre matrice, à quoi est-ce qu'elle va être égale? Elle va être égale à, alors, première chose, on réfléchit un petit peu de la taille de la matrice. 3 vecteurs, ça veut dire 3 colonnes. Dimension 2, ça veut dire 2 lignes. Et un petit truc que j'aime bien placer, je le mets systématiquement, vous mettez au crayon de papier, un truc comme ça, c'est se rappeler ce qu'on est censé écrire. Qu'est-ce qu'on est censé écrire? Première colonne, on est censé écrire. Alors, attention, il y a un petit abus de notation qui est fait, mais c'est classique. On est censé écrire, alors c'est non pas exactement x1, x2, x3, mais on est censé écrire les coordonnées de x1, x2, x3 en colonne. En fonction de quoi en ligne? En fonction de la base E1, E2. D'où, pour le premier vecteur x1, coordonnée 1, 2, on met un 1 ici, tout en haut à gauche, on met un 2 en dessous. Pour le vecteur x2, ça va être tout simplement 3 et 4. Et pour le vecteur x3, ça va être moins 1 et 1. Alors, ici, le fait qu'on ait fait juste une espèce de gros copier-coller, parce que oui, c'est ça, c'est parce qu'on est dans la base canonique. Attention, c'est, on va dire, instantané. Car B1, base canonique. Alors le piège, c'est de ne pas recopier le code vecteur X sans connaître la base, parce qu'effectivement, on va faire un exemple juste après. Alors là, je vous laisse 5-10 secondes, parce que là, du coup, il faut que je change de feuille juste après. Mais si on change la base, de référence, c'est le petit 2 qu'on va faire juste derrière, bah, vous allez voir que la matrice sera complètement différente. Et sans pour autant prendre une base très très différente. On va juste mettre un petit 1 en plus quelque part, vous allez voir ce qui se passe. Le jaune ne voit pas trop, monsieur. Ah, ok. Alors,
Je sais pas si je peux... Oula, j'ai fait une bêtise. À quoi ça sert ce petit doigt magique là? Non, je peux pas... Est-ce que je peux... Ah, est-ce que je peux sélectionner ça et dire je vais mettre une couleur? Non. Je vais pas tout bidouiller parce que j'ai pas cherché. Eh, ça y est, j'ai bidouillé. C'est bon. J'essaie de faire attention pour les couleurs. Trouve autre chose. Alors, est-ce que c'est à peu près bon le principe? Pourquoi on changerait la base? Pourquoi pas? Voilà. Je vais devoir changer d'écran. Je suis désolé. Je suis désolé. Attention, page suivante. Alors, ici. Est-ce que je peux faire... Ouais, non, c'est bon. Alors, suite de l'exemple. Suite de l'exemple, petit 2. Donc, on prend les mêmes vecteurs. Donc, les mêmes vecteurs, ça veut dire... Donc, je revérifie les coordonnées. 1, 2, 3, 4, moins 1, 1. Mais cette fois-ci, dans une autre base, au lieu de prendre 1, 0 et 0, 1, on va prendre un vecteur 1, 0, pourquoi pas pour le premier, et on va prendre 1, 1 pour le deuxième. Donc, ici, tac, page suivante. La base B2, ce sera 1, 0, et ensuite 1, 1. Alors, je ne vous redis pas pourquoi c'est une base. Ça, normalement, à force, vous devez avoir les mécanismes. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est les coordonnées de x1, x2 et ensuite x3 dans cette base-là. Le vecteur x1, il a pour coordonnées 1, 2. Conséquence, si on veut l'exprimer en fonction de 1, 0 et 1, 1, on se demande, ici, là devant 1, 0 et là devant 1, qu'est-ce qu'on est censé mettre comme chiffre? Alors là, c'est bon, encore une fois, les petits coups classiques, on fait les petites additions et soustractions. Vu que là, le 2, il est en deuxième composante, il y aura forcément un 2 qui sera ici. Et ici, on a le 2 ici, on est censé mettre un moins 1 devant de l'autre côté. Voilà, c'est encore une fois l'x, y et compagnie. Donc ici, moins 1 et 2. Ensuite, le vecteur x2, 3, 4, qui va être égal à... Alors, pareil, en fonction de 1, 0 et en fonction de 1, 1. Alors là, on va avoir un 4. En revanche, devant, on va avoir un moins 1. Parce que 4 moins 1, 3. Et le vecteur x2, c'était moins 1, 1. Donc celui-ci, en fonction de 1, 0 et 1, 1, on a encore une fois un 1 devant le deuxième vecteur. Et là, si on a un 1 ici, il faut un moins 2 ici. C'est x3. Merci. Voilà. Conséquence, je vais vous les souligner vite fait, on va dire. Les coordonnées qu'on va utiliser, ce sont moins 1, moins 1, moins 2, 2, 4, et ensuite 1 pour la dernière. D'où la matrice, que je vais vous écrire en dessous. Est-ce que je peux tout déplacer? Je tente des choses en direct. Ouais, si ça marche. Hop là. Je décale tout à gauche. Et comme ça, c'est parfait. Ici, la matrice qu'on va écrire à côté. Alors, d'où la matrice dans la base, attention, B2. Attention, attention à ce petit truc-là. Voilà, c'est très moche, mais bon, c'est pas grave, comme ça vous allez le voir. B2, 2, x1, x2, x3. À quoi est-ce qu'elle est égale? On répète le principe. Au niveau des colonnes, on est censé placer les vecteurs x1, enfin les coordonnées des vecteurs x1,
x2 et x3 en fonction en ligne des vecteurs E1 et E2. Hop, j'ai découvert ça, je vais m'amuser comme un petit fou. Conséquence. Premier vecteur x1, E1, on a vu cette fois-ci que c'était, attention, moins 1 fois, excusez-moi, micro-bug de notation, il me faut mettre des primes, parce que sinon, il y aura une confusion avec ceux d'avant. Donc E'1, E'2, sachant que E'1, c'est lui, et que E'2, c'est lui. On va donc se retrouver avec, si je replace mes coordonnées, pour le vecteur x1, c'est moins 1 et 2. Pour le vecteur x2, moins 1 et 4. Et pour le dernier vecteur, moins 2 et 1. Conséquence, si vous comparez avec la matrice dans B1 des mêmes vecteurs, bah c'est pas les mêmes. Alors, les coordonnées, les deuxièmes coordonnées sont les mêmes à chaque fois, ça fait 2, 4, 1. En revanche, au-dessus, on est passé de 1, 3, moins 1 à moins 1, moins 1, moins 2. Donc attention à ceci. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exemple-ci? Donc là, il y a deux choses à voir. D'une part, comment est-ce qu'on écrit les coordonnées de vecteurs de R2, après c'est R3, R4, c'est le même principe, dans la base canonique ou dans une autre base. Et ensuite, le fait qu'en général, et même quasiment tout le temps, il faut dire ce qu'il y a, dès qu'on change de base, on se retrouve avec des vecteurs différents. Alors, un petit point important ici, c'est comme si on concaténait les coordonnées ensemble. C'est comme si on concaténait... Oui, c'est exactement ça. On forme une matrice en concaténant les vecteurs coordonnés, en les juxtaposant les uns à côté des autres. Deuxième exemple que je voudrais faire encore un petit peu pour illustrer cette notion, et puis après on pourra avancer. On peut trouver des opérations sur matrice. Oula, attention, on n'est pas encore là. On va avancer. Alors les changements de base, ce sera bien plus tard. Alors je repasse un petit peu sur le poly. Je vous le mets un tout petit peu en grand. Je laisse ces trucs à côté, comme ça vous pouvez reprendre des 3 notes. Alors, hop. Si on veut maintenant... Ah, excusez-moi, non, faux départ. Il y avait un autre exemple que je voulais faire dans la foulée. Ici, un autre exemple que je voulais faire avec des polynômes par exemple. Est-ce que je descends en dessous? Ouais, je vais devoir changer d'écran, désolé. Alors attention, pouf. Alors autre exemple, mais qui est aussi très important, enfin très classique. Si au lieu d'avoir grand E égale juste R2 ou R3, si on a des polynômes, par exemple, dans grand E égale R2 crochet X. Là, on a un espace de dimension 3. N égale 3, c'est la dimension. Si on considère deux vecteurs, on va pas se casser la tête, c'est juste pour simplifier, on va poser, alors là, histoire d'adapter au contexte, je mets des grands P pour les polynômes, on va noter P1, le vecteur, après j'en sais rien, moins 1 plus 2x moins 7x carré, et P2, deuxième vecteur polynôme, qui va être, j'en sais rien, x plus x carré. Pourquoi pas. Ces deux polynômes, ce sont deux vecteurs de grand E de dimension finie 3. Si on se fixe une base de référence, et là on va choisir, histoire de ne pas s'embêter, la base de référence B qui est 1x carré, la base canonique, on va avoir exactement le même principe qu'avant, directement les coordonnées de P1 et P2 de la base canonique. Conséquence, donc ça je le réécris à côté. Si on écrit nos polynômes, enfin nos matrices, on va avoir la matrice dans la base B de P1, virgule P2, qui va être égale à quoi? Encore une fois, même principe. On identifie les deux vecteurs
Donc on va se retrouver à avoir, alors je prends un tout petit peu de place, comme ceci et comme ceci. On est censé écrire quoi? On réfléchit un petit peu. Première colonne, on est censé écrire les coordonnées de P1 dans la base 1 x carré. Et deuxième colonne, ce sera les coordonnées de P2 dans la base 1 x carré. Vu qu'on est en dimension, vu qu'on a on est dans R2 crochet X, on a une dimension 3. Donc on va avoir 3 coefficients à écrire. Tac, 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 tac. C'est cohérent avec la base. Si vous prenez bien l'habitude de marquer au-dessus les polynômes, enfin les vecteurs, sur le côté les vecteurs de la base de référence, vous ne pouvez pas vous tromper sur la dimension. Vous ne pouvez pas trouver sur la taille de la matrice. Après, il y a juste à boucher les trous. Pour le polynôme P1, on a moins 1 fois 1. Donc on répète, on recopie le moins 1 ici. Ensuite, on a 2 fois x. Et ensuite, on a moins 7 x carré. Pour le polynôme d'à côté, doucement, pas trop de spam s'il vous plaît. Pour le polynôme d'à côté, on est censé avoir, alors c'était quoi? 0 fois 1, parce qu'il n'y a pas de constant, 1 fois x, 1 fois x carré. Tout simplement, alors je vais par exemple mettre pour le premier ici, le moins 1, c'est celui qui est là, le 2, c'est celui qui est là, et le 7, le moins 7, pardon, c'est celui qui est là qu'on recopie. Tout simplement. Et idem de l'autre côté. Attention, attention, attention. Là-dedans, regardez bien cette matrice. Il n'y a que des nombres. Alors, ça aurait pu être des nombres à virgule, des fractions, etc. Bien sûr, comme d'hab. Mais ce ne sont que des nombres. On veut les coordonner. Ça veut dire que des scalaires. Donc ça, c'est un point très important pour ne pas écrire des âneries dans vos matrices de vecteurs. On ne veut que les coordonnées. D'ailleurs, en parlant de coordonnées, si jamais vous n'avez jamais vu le sketch de Merle Robin, je vous le conseille, il est phénoménal. Donc, on ne veut que les coordonnées ici de nos vecteurs, c'est-à-dire que des scalaires. Et deuxième remarque, alors effectivement, voilà, donc ça rejoint la question qui est posée. Le fait d'avoir fixé, non, on ne change rien. La matrice de P1, P2, c'est ça, et c'est tout. Lorsqu'on écrit la base, lorsque vous écrivez ici la base B, c'est pas ça que je voulais, tac, ici, lorsque la base est fixée, que ce soit par l'énoncé, ce qui est le plus classique, par l'usage, parce que la base conique c'est dans cet ordre-là et c'est tout, ou parce que vous avez fait une chose en précisément, l'ordre des vecteurs choisis ici doit être le même du haut vers le bas. Premier vecteur de base, première ligne, deuxième vecteur de base, deuxième ligne, troisième vecteur de base, troisième ligne. Donc attention, on ne change pas l'ordre comme ça à notre guise. Donc deuxième attention ici. Hop là, excusez-moi. Attention. Respectez l'ordre des vecteurs de B. Alors du coup, la matrice de P1, P2 diffère de la matrice de P2, P1. Oui. Le fait de changer les vecteurs de place, ça change la matrice. C'est pas la même famille, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, je vois que... c'est une conséquence particulière. Est-ce que ça a une conséquence particulière? Dans plein de situations, on verra que ça revient. Il y a des propriétés qui vont être invariantes sur les matrices si on change les colonnes. Ça, on le verra au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, vous respectez l'ordre qui vous est demandé, qui vous est donné. Ça, c'est impératif. J'aurais bien aimé qu'on regarde juste cette définition.
histoire juste que vous puissiez un petit peu dormir dessus, méditer dessus, avant qu'on la reprenne demain ensemble et qu'on fasse des exemples. On va pas faire des exemples là, vous inquiétez pas. Si on veut cette fois-ci, la matrice d'une application linéaire. Donc 3 minutes de plus, désolé. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? Une application linéaire, c'est quoi? C'est une application entre deux espaces vectoriels. Ça veut donc dire qu'on a un espace de départ et un espace d'arrivée. Donc la petite manip qu'on a faite là sur les vecteurs, juste sur les vecteurs, on va devoir la faire deux fois, une fois au départ et une fois à l'arrivée. Conséquence ici, si on regarde bien cette propriété, on va avoir besoin d'une base au départ et d'une autre base pour l'espace d'arrivée. Ce qui veut donc dire qu'on a le petit p et le petit n qui ici, attention, vont correspondre aux dimensions d'espace de départ et d'arrivée. Et qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Alors, je le raconte et puis après on les détaille ensemble. Vous savez les fameux vecteurs images qu'on a calculés à peu près 3-4 fois de suite sur plein d'exercices, c'est eux qu'on va considérer. Ça veut dire quoi? Si on se fixe ici notre base E1, EP, on va considérer les fameux vecteurs f de E1 jusqu'à f de EP qui vont donc former P vecteurs dans l'espace d'arrivée. Et vu qu'on a une base epsilon 1, epsilon n dans cet espace d'arrivée, on va pouvoir regarder la matrice de ces P vecteurs images dans la base de référence fixée d'arrivée. Donc ça, à encadrer, c'est le truc super important. Si jamais, c'est un petit cas particulier, là le ci d'après c'est un cas particulier, BN. Alors je vérifie les bases éventuellement, si jamais il y a un souci. Alors la matrice dans le coup de base est BP, BN. Départ P, arrivée N. Ça c'est bon. Notez matrice dans les bases BPBN de petit f. P au départ, N à l'arrivée, on est bon. C'est la matrice des P vecteurs F de E1, F de EP dans la base epsilon 1, epsilon n. Et cette base-là, c'est BN. Ah oui, effectivement, j'ai vu. D'accord. J'ai vu. Là, bien vu. Bien vu. Là, c'est un petit n. Et ici, du coup, je remets pour rectifier. Cette famille-là, cette base-là, c'est la base BN d'arrivée qu'on considère. Si on a un endomorphisme, si on a un endomorphisme, en fait, il n'y a pas un espace. Enfin, l'espace de départ et d'arrivée, c'est le même. Dans ce cas-là, c'est juste pour se simplifier la vie et parce que ça va en fait totalement nous suffire en général, on va considérer par défaut qu'on prend la même base de référence pour l'espace, pour l'unique espace EP qui joue le rôle d'espace de départ et d'arrivée. Donc ici, ce qui va faire que dans la matrice, on va avoir au lieu de la matrice dans BPBN, la matrice dans BP de petit f, et au lieu d'avoir une matrice rectangulaire, on aura cette fois-ci une matrice carrée d'ordre P. Mais le principe sinon, c'est exactement le même. On considère les vecteurs images f de EJ, et ce sont leurs coordonnées qu'on va placer en colonne dans la matrice.